Bonjour à tous. Et merci d'être venu à cette conférence. On a essayé de faire un nom un petit peu long. Donc on va parler surtout de tests d'intégration, de Spring et aussi un peu de performance au passage. Et donc nous, ce qu'on aime bien, c'est commencer par des petites histoires parce que ça parle un peu à tout le monde. Et notre petite histoire, c'est avec Mathilde, on est en train de coder. Je finis mon incrément de code, ma petite feature, donc je vais pouvoir pusher ma merge request. Et ma merge request, elle prend du temps. Donc, c'est-à-dire que j'ai une quinzaine, 20 minutes à attendre que ma merge request passe. Donc là, j'en profite pour aller chercher un café. Je reviens, ma merge request, elle est en failure. Pourquoi ? Parce que mes tests d'intégration ne sont pas passés. Normal, je ne les run pas en local, ils prennent trop de temps. Donc je relance tout ça et je vais rechercher un deuxième café. Ma merge request est toujours en failure. Pourquoi ? Parce qu'on a des retours de code review, parce que je n'ai pas tout implémenté juste du premier coup. Donc je vais reprendre un café. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le café, j'en prends jamais. Donc là, je finis avec des yeux énormes, impossible de dormir, ce qui me donne quand même pas mal de temps pour réfléchir un peu à ma journée et à me dire c'est quand même étrange. J'ai la productivité qui est inversement proportionnelle à mon taux de caféine. Je pense que le café, c'est plutôt fait pour aller dans l'autre sens. Donc là, je me dis, il va falloir trouver quand même un petit fautif dans cette histoire-là. Et le fautif qu'on a trouvé, c'est les tests d'intégration. Les tests d'intégration qui prennent tellement de temps que je ne sais pas, je vais tout faire pour ne pas les runner chez moi. Je ne vais pas pouvoir les utiliser pour ce qu'ils sont faits et détecter mes erreurs en avance. Et ils ne sont pas coupables seulement de ça, ces tests d'intégration. Souvent, ils nous alertent pas vraiment au bon moment. Ils sont parfois plus longs à écrire que mon code métier. Donc en fait, je les reporte jusqu'au bout et finalement, je ne les écris pas. Ils faillent aléatoirement ou parfois seulement sur ma CI. Et ils sont très couplés, donc en fait, dès que je touche à du code métier, je casse tous mes tests. Et donc, je passe beaucoup trop de temps et je finis ma journée comme ça. Ça tombe bien parce que là, il nous reste 40 minutes pour voir comment faire des tests d'intégration découplés, rapides et maintenables. Voilà, donc moi, c'est Nicolas Favier, je suis VP à Takima. Et Mathilde Lorrain, Engineering Manager chez Takima aussi. Alors, on va commencer par voir les bases d'un test d'intégration, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et après on ira voir les performances. Alors, qu'est-ce qu'on va tester ? On a créé une super application, parce qu'on a besoin d'une application à tester, et c'est une application pour créer des commentaires sur des conférences, donc comme celle qu'on est en train de voir par exemple aujourd'hui. Et on va commencer par un premier endpoint qui nous permet juste de récupérer vos notes pour une note spécifique. Voilà, donc après on va se demander, dès qu'on a une application, quel choix on a pour tester tout ça. Et je pense que vous connaissez un peu tous la pyramide de tests. Donc on a souvent le choix entre des tests end-to-end, des tests d'intégration, des tests unitaires. Si on fait bien les choses, on peut tous les faire, mais pas que. Voilà, on a tous les tests de charge, donc Mathilde a fait une conférence là-dessus, on pourra vous l'envoyer aussi, les tests de sécu. Et nous, aujourd'hui, on va se focus vraiment sur les tests d'intégration parce que déjà, c'est ceux qui prennent en général énormément de temps. Tests de charge sortis de la boucle, mais en gros, c'est ceux qui, dans ta pipeline, te prennent du temps et qui ont une grosse valeur business. Donc, on a décidé, là, pour ce talk, de parler surtout de tests d'intégration. Mais tests d'intégration, ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, quand vous faites des tests d'intégration, vous pouvez tester différentes couches. Donc, vous pourriez faire des tests d'intégration entre votre contrôleur et votre service, entre votre service et votre repo, entre votre repo et votre DB. Nous, on a décidé pour ce talk de faire plutôt un test d'intégration un peu plus end-to-end en utilisant MockMVC. Donc ça sort direct les grands mots, ça sort le mot MockMVC. Et pour comprendre un petit peu à quoi ça sert, on s'est dit on va repartir avant. Donc avant MockMVC pour comprendre qu'est-ce que vient répondre comme problématique MockMVC. Donc retournons à l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'on fait de base pour faire un test d'intégration ? Je vais avoir besoin d'un test Java. Et mon test Java, il va avoir besoin d'appeler mon application. Donc il va falloir que je démarre mon application, que je l'expose sur un port. Donc ça va prendre pas mal de temps. Il va falloir que je fasse une requête HTTP pour venir joindre mon API. Ça va prendre du temps. Ensuite, on va passer dans toutes les strates que vous connaissez, donc le dispatcher servlet, le contrôleur, vos services, votre base de données. Et après, faire le retour HTTP, ça va aussi prendre du temps. Et pour finir, vous allez pouvoir faire vos assertions. Mais
Du coup, on ne fait plus ça comme ça. Déjà, le Spring Boot Test, pourquoi il prend moins de temps? C'est parce que quand vous démarrez votre contexte, vous n'allez pas démarrer exactement tout le contexte, vous n'allez pas pouvoir faire des requêtes sur votre Tomcat, mais par contre, ça va vous démarrer juste ce qu'il faut et vous faire un peu gagner de temps sur le démarrage de l'appli. Pareil pour vos requêtes HTTP, vous allez directement en mock MVC passer sur votre contrôleur, ça évitera de perdre tout le temps de votre requête et vous aurez exactement le même résultat. Et du coup, vous ferez exactement la même chose avec vos insertions. Ouais. Ah oui, ouais, Nico, le problème c'est qu'on va live coder après, mais on verra après. Et bien on est parti. On est parti pour le code. Alors, c'est bon, tout le monde voit bien. Donc on y va. Normalement, vous devez reconnaître à peu près tout ce qu'on a vu. La première chose, c'est qu'on va tester des notes. Donc, pour tester des notes, je suis dans un repo assez classique avec plein de codes métiers, mais nous, on va se focus surtout sur les notes. J'ai un note contrôleur qui récupère une note. Jusque-là, il est tout bête. Et il est encore plus bête ici, parce que du coup, dans mon service, juste, il prend un UID, mais en fait, il renvoie toujours note. Donc, pour l'instant, on teste ça. Pour tester ça, vous allez aller dans votre note IT test, et ce note IT test, il a bien le Spring Boot test qui vous lance le contexte, il a bien un mock qui vous permet de récupérer mock MVC, pas un mock MVC, et ça, vous le récupérez avec autoconfigure mock MVC qui vous fournit le bin adéquat. Faites semblant de ne pas voir la ligne 19, on la verra tout à l'heure. Et ensuite, du coup, vous pouvez faire toutes vos requêtes, vérifier que votre statut est OK et vérifier que votre note vaut toujours note. Comme vous me faites confiance, mais pas trop, on va quand même lancer le test pour vérifier qu'il fonctionne bien. Et on est bon. OK, donc là, c'est vraiment la base de la base. Vous inquiétez pas, on va avancer. Donc, là, on a un nouveau besoin, Nico. Voilà, donc l'application progresse très très vite et maintenant qu'on a ce endpoint, on va rajouter un microservice. Et donc le but de ce microservice, ça va être d'historiser tous les accès aux commentaires qu'on a pu publier sur l'application. Alors, mon node contrôleur, c'est celui qu'on a vu. Tiens, je je vais être. Coup de main. Alors, mon node contrôleur, aujourd'hui, il ne fait pas grand-chose, il retourne juste note, et c'est ici qu'on va vouloir appeler notre microservice pour demander de stocker ça. Tout ça, ça a déjà été un petit peu codé, et ça s'appelle le Access Log Service. Donc, je vais lui demander de sauver mon historique. OK. Et donc là, cet appel à un microservice, il faut imaginer un appel API qui se fait vers l'extérieur de mon application, qui va contacter une autre application. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas que notre test d'intégration dépende d'un service extérieur. On n'a pas envie d'avoir lancé ce microservice extérieur pour pouvoir faire notre test. Donc c'est là où on a un besoin dans notre test de moquer ce comportement. Donc là aujourd'hui, si je vais voir mon petit test d'intégration, si je le lance, comme j'ai aucun microservice qui tourne, je vais avoir une exception qui me dit « je ne peux pas joindre ton microservice ». Donc allons rajouter des mocks. Alors comment on fait ça? On va faire ça avec du @mockitobin. Il y en a peut-être parmi vous qui utilisent le @mockbin. Donc là, @mockitobin, c'est l'évolution depuis Spring 2.6. Donc si vous êtes encore sur du @mockbin, n'hésitez pas à changer pour @mockitobin. Qu'est-ce qu'on a envie de moquer? On a envie de moquer notre Access Log Service, très bien, notre Access Log. On va dire ensuite when, import. Quand mon Access Log Service, on va lui demander de sauver l'history, on va lui dire, t'en fais pas, c'est prévu, tu me renvoies true. OK. Il n'est pas d'accord. Ah oui, bien joué. Ça sue par la main. Voilà, donc là, on fait ça. Donc là, ça nous permet de nous découper de ce service externe. Et surtout, ce qui est important, c'est dans les tests d'intégration, vous devez tester de la logique. Donc c'est là où vous allez rajouter votre comportement. Et ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut être sûr qu'à chaque fois que quelqu'un demande une note, on appelle bien le service externe. Donc là, on va pouvoir faire un verify et on va vérifier que l'Access Log Service est bien appelé sur la fonction Save Access History. On va relancer ça, parce qu'on aime quand même bien quand ça finit au vert. Et si ça finit au vert, c'est qu'on a réussi à se découper de cette dépendance externe. OK, super.
on va passer à l'étape de la base de données, parce que souvent vous avez quand même besoin, quand vous testez, d'avoir une base de données. On a deux choix souvent. Soit vous avez la partie conteneurisée, donc c'est assez proche de la production. Vous avez en fait un SGBD complètement identique, donc vous aurez les mêmes problématiques que ce que vous aurez en production, surtout que c'est assez rapide. Vous êtes obligé d'installer Docker, mais c'est quand même assez efficace. Et vous pouvez aussi le faire en mémoire avec des bases de données H2. Donc ça a l'avantage d'être très rapide et dynamique. Par contre, vous allez avoir un problème, c'est que ça va être différent de votre production. Donc c'est pour ça que nous, habituellement, on part sur l'approche conteneurisée et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, on est parti. Donc là, par contre, il va falloir changer discrètement de step et passer à la step 3. Donc là, on y va. Le but, c'est de rajouter de l'ADB. Mais sauf que, si vous vous rappelez tout à l'heure, mon node contrôleur, il faisait rien du tout. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir tester correctement. Donc, au lieu de renvoyer note, maintenant, on va renvoyer un petit note DAO.getReferenceById. On va récupérer le note ID. Et pour l'instant, on ne fait pas un objet, donc on va juste récupérer le titre. Et si on va sur note ID test, du coup, maintenant, je vais pouvoir tester que ma réponse, c'est bien une note. Le truc, c'est que là, j'en sais rien en DB, donc je ne pourrai pas récupérer ma bonne note. Donc, il va falloir que je me fasse un note builder. Je voulais épargner, mais c'est juste une note classique. Et juste, tac, tac, un note DAO.save et je récupère ma note. Une fois que j'ai ça, j'ai inséré ma note et je vais pouvoir juste vérifier que ma note vaut bien. Tac. On avait dit tout à l'heure que c'était note.getTitle et on vérifie que ma réponse vaut bien note.getTitle. On va juste changer l'ID aussi, puisque maintenant on a sauvé une note en base de données. Effectivement, là ça ne va pas passer parce que j'ai récupéré un random ID. Il vaut mieux que je fasse plutôt un note.getID. Et il y a un dernier truc que je vous ai caché tout à l'heure, c'est que vous voyez que l'in 26, j'ai quand même importé mon test conteneur configuration, même si c'est assez rapide. On va juste aller voir vite fait. Pourquoi j'ai fait une configuration custom? C'est juste parce que j'aime bien nommer mon conteneur, parce que souvent quand vous avez 1000 projets, c'est une galère de se rappeler lequel lance lequel. Donc voilà, j'ai nommé ça et on a mis des petites configurations. Le code, on pourra vous le donner, vous aurez accès, pas de souci. C'est juste la configuration du test conteneur qui va lancer une image Postgre que notre test va pouvoir utiliser. Et là, il me dit qu'il n'arrive pas à le trouver. Il démarre l'image dans le test? Oui. Ouais. Pour... shutdown après, à la fin du test? Exactement. On va avancer là-dessus aussi. Justement. Pourquoi il me dit ça? Petit effet démo, il me dit qu'il ne le trouve pas. Toc, 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 toc. Oui, ID. Il ne trouve pas le bon ID. On va voir après justement les performances. Là, comme ça, on se met tous d'accord sur qu'est-ce qu'on est en train de tester. Et après, dans la suite, on va voir les performances et ce qui se passe un petit peu. Je ne sais pas. Bon, on ne sait pas pourquoi il ne le trouve pas. C'est lui qui attribue ton ID, il faut que tu fasses note. Ouais, j'ai fait un... Ah! Pourtant, je l'avais fait. Mais bon, on va faire comme si... Ah oui, parce que je suis repartie sur ma step. Ok, bon, faites comme si c'est bon. De toute façon, ça, c'est la partie très simple, donc j'ai pas du tout envie de perdre de temps sur ça. On est parti. Ok, donc là, on a fait le setup de notre base de données et la démo, c'est bon. Exactement. Ah non. Il y a un dernier truc qui nous manque. Quand vous faites de la setup de base de données, en fait, là, ce que vous voyez, c'est que j'ai inséré de la donnée, mais je n'ai pas clean. Et donc ça, c'est hyper important d'y penser, parce que regardez, si je me remets sur ma step, donc par exemple là, tac, je vais remettre sur ma step 4. Et là, si je relance mon test, vous voyez que là, en fait, je l'insère une première fois et j'ai un peu triché parce que du coup, j'ai une extension qui me permet de nettoyer ma DB. Parce que si je le relançais une deuxième fois, qu'est-ce qui arriverait? Ça voudrait dire que soit j'ai des effets de bord, c'est-à-dire qu'il y a des tests qui potentiellement le prochain test va fonctionner, soit en fait, je vais carrément pas pouvoir le faire parce que là, j'ai inséré avec un ID unique. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une extension pour pouvoir gérer ça. Et en général, si on vous montre là, cette annotation, elle est vachement évolutive. Parce qu'en fait, je n'aurai jamais besoin de le modifier. Je vais supprimer, on répond aux questions juste après, je vais supprimer toutes mes requêtes
enfin tout ce qui est dans ma table, sauf le Flyway, parce que j'ai pas envie de relancer Flyway à chaque fois. Donc Flyway qui me permet de migrer mes données, j'ai pas envie de relancer ma migration de données à chaque test, sinon on va pas aider à la performance de vos tests. Donc ça, j'ai normalement besoin d'y toucher plus jamais. J'ai juste besoin à chacun de mes tests d'importer ma Clear Database extension et le tour est joué. Donc si on prend un petit peu ce qui s'est passé, Ouais. on set up une base de données. Et cette base de données, c'est celle qui va être réutilisée pour tous nos tests. Donc c'est-à-dire que tous nos tests viennent insérer de la donnée et en récupérer. Donc nos tests finalement ils sont couplés entre eux par rapport à cette base de données. Donc il faut qu'entre chaque test, on arrive à revenir à un état propre et il faut nettoyer la base de données. Là, l'option que propose Mathilde, c'est de faire un script générique, valable pour tous les tests, qui dynamiquement va détecter vos tables et les nettoyer. Exactement. Donc ça, c'est la première façon. Configuration, c'est très évolutif, c'est-à-dire que si je rajoute une colonne, si je rajoute une table, le script ne va pas être impacté, vos tests ne sont pas impactés. Une deuxième solution qu'on retrouve, c'est d'avoir des scripts SQL en début de test, où je vais jouer des scripts de clean. Par contre, le problème de cette approche-là, c'est que nos scripts sont très durs à maintenir. Il va falloir penser à aller rajouter les tables ou modifier en fait ces scripts-là à chaque fois. Donc ça, on déconseille. Et le dernier, c'est, on avait parlé tout à l'heure d'un choix d'avoir une base de données en mémoire. Donc, si on a une base de données en mémoire, ça s'adapte très bien avec le add transactional. Le add transactional, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir une transaction en début de votre test et la refermer à la fin du test, en rollbackant toutes les modifications de base de données que vous auriez fait. Donc ça évite d'avoir des scripts à jouer ou des interactions sur la base de données, puisqu'à chaque fois, il n'y aura pas d'impact à la fin de votre test. Le gros problème de cette version-là, c'est que vous allez ouvrir une transaction autour de votre code métier qui n'est pas votre comportement de production. Donc là, vous êtes en train de tester quelque chose qui n'est pas le comportement de votre production. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop cette solution. Et ça peut vous masquer des autres problèmes en fait, parce que ça se trouve, ça va ouvrir une transaction alors que vous n'en auriez pas besoin ou vous auriez fait exprès de ne pas en mettre, et du coup, votre test va fonctionner alors qu'en fait, en réalité, votre prod ne fonctionne pas. Donc ça fait gagner du temps, parce qu'un add transactionnel, c'est quand même plus pratique, mais nous, on vous conseille quand même de faire une annote qui évolue beaucoup plus facilement et qui vous protégera de ce genre de problème. Ok, c'est tout bon pour les bases de données. Et bien, on va partir sur les assertions. Alors, souvent on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on doit tester. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la série de Tchernobyl. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment le tips d'aujourd'hui, c'est d'aller la voir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont un compteur qui permet de détecter le niveau de radiation. Le niveau de radiation, c'est 3,6. Ils disent, bon, c'est ok, c'est pas pire, ça passe. En fait, le problème, c'est que le niveau de radiation, c'était 510. C'est pour ça que c'est une grosse catastrophe là-bas. Et ça, leur compteur, ils ne le captaient pas. Pourquoi? Parce que le compteur ne testait pas ce qu'il fallait tester. Et ça, c'est souvent notre problème en tant que développeur, c'est qu'on a ce biais de tester l'implémentation qu'on vient de créer et pas la fonctionnalité qu'on est en train de réfléchir, qu'on est en train de conceptionner. Alors, on va essayer de vous mettre une petite avancée comme ça niveau code. Alors, hop, on va aller, c'est déjà le step 4, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire encore un peu évoluer notre contrôleur, puisqu'aujourd'hui, notre contrôleur, il nous renvoie qu'une string. Ce n'est pas une bonne pratique. Qu'est-ce qu'on renvoie normalement? On renvoie des response notes. C'est dans l'autre sens, c'est notre response. Notre response DTO. On va toujours renvoyer des DTO, on est des gens bien élevés, et on va lui faire retourner ça. Donc mon service, maintenant, il doit renvoyer un DTO. Ça tombe bien. J'ai un mapper tout propre, tout prêt, qui va me transformer mon entité de base de données en DTO. Ok, maintenant il va falloir que j'impacte mon test, et mon test, aujourd'hui, le response, ça va devenir un JSON, donc il va falloir qu'on le mappe. Comment on mappe un JSON? On fait bourrin au début, on va faire un object mapper. On va prendre celui de Jackson, et on ne va pas en créer un nouveau, parce que Spring le fait pour nous. Il y en a déjà un sous la main, donc on va l'auto-wired. Voilà. On a un object mapper, et donc on va demander à cet object mapper, on va lui demander de mapper, de read la value. Hop, on va lui demander de read la value, et ça va être quoi? Ça va être la response, et je vais lui dire en quoi tu veux le faire en note response DTO. Ok, tout ça je le mets dans une variable. Super, donc là j'ai le retour de mon API et je vais pouvoir tester
cet objet. Comparer deux objets, ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus évolutif. Là, vous avez deux choix. Soit je crée mon objet à la main, soit j'utilise le mapper. Moi, je vous conseille de jamais utiliser le mapper ou jamais utiliser de code métier, parce que vous allez retourner dans le problème qu'ont eu Tchernobyl. C'est qu'en fait, si vous avez des bugs dans votre mapper, vous n'allez jamais le voir. Donc ici, bonne pratique, je vais faire à la main ce que j'attends comme note réponse DTO. Donc qu'est-ce que j'attends? Moi, je sais que l'ID que je veux ici, ça va être l'ID qui est présent dans la note. Je sais que le title, ça va être le title qui est présent dans la note. Title, et je sais que le texte, c'est le texte qui est présent dans la note. OK. Donc là, je vais pouvoir lancer ce petit code. Et normalement, si on a bien fait notre travail, on a quelque chose qui va nous mapper notre réponse en JSON et on va comparer après nos deux petits objets. Ça s'affiche pas, mais super, tout est là. Une bonne pratique dans la rédaction des tests, c'est de faire que votre test il parle de votre métier. Vos tests, ça vient de la documentation, donc mettez toujours des valeurs métiers cohérentes. Et donc là, texte et texte, c'est pas hyper parlant. Donc on est en train de faire un devfest Paris. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on écrirait tous les feedbacks de la conférence sur les IT. OK. On peut s'amuser à le relancer. Suspense. Suspense. Quelle supercherie. Il y a un bug. Alors pourquoi il y a un bug? On va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors où est-ce qu'il nous dit? Hop. Il veut nous dire j'ai pas les deux mêmes objets. Et pourquoi? Je vous avais caché un petit bug, sinon c'est pas drôle. Mon DTO, le mapper, il n'est pas correct. Donc là c'est quand même une erreur un peu grossière. Mais l'idée c'est de jamais faire confiance à votre implémentation, toujours garder des règles métiers. Donc ça restera toujours des bonnes pratiques. Hop, on va vérifier que du vert parce que quand même en tant que développeur on aime bien que ce soit vert. Voilà. OK pour les assertions. On aurait pu aussi le faire, donc là il le fait avec des objets Nico. On aurait pu aussi directement le faire avec du JSON, donc vos tests ils seraient un peu plus end-to-end. Vous avez une lib qui s'appelle Approval Test qui le fait super bien. Ça vous permet d'aussi avoir une documentation même plus poussée parce qu'en fait ce que vous retournent vos contrôleurs c'est des JSON, donc c'est quand même assez efficace et cette lib elle vous permet en fait de le générer une première fois et ensuite de vous faire la diff, donc vous n'avez même pas besoin d'écrire vos JSON à la main. Donc voilà. Du coup, là, on a vu les bases de ce qu'il faut pour un test d'inté. On a vu Spring Boot Test qui vous permet de charger l'ensemble de la configuration de Spring. On a vu votre mock MVC qui vous permet de simuler des requêtes HTTP et de vérifier les réponses. On a aussi vu les mocks, donc avec le fait de, si vous utilisez Mockbean, passer à Mockito-Bean. Et on a vu Test Containers. Voilà, gardez toujours vos tests indépendants et essayez de centraliser votre cleanup. C'est-à-dire que tout ce que vous faites qui est de la tuyauterie de vos tests, ça doit être codé qu'une seule fois. Sinon, vous allez réintroduire des différentes façons de faire, différents bugs, et c'est là où la performance va vraiment prendre un coup. On a vu aussi que c'était pas top d'utiliser des mappers ou du code métier dans vos tests, parce que ça vous fait souvent des effets de bord, et d'écrire des tests dans l'optique de détecter des problèmes qui vont venir, et pas seulement des problèmes qui sont déjà là. Donc changez vraiment de casquette quand vous développez vos tests en disant qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir, qu'est-ce que je veux empêcher les autres développeurs d'introduire comme erreur dans mon code. Bon, maintenant qu'on a vu les bases, on va pouvoir passer à la suite. Là, on voudrait faire un test d'intégration maintenable. Et pour ça, on va refacto, parce que notre test, il commence déjà à avoir pas mal de choses qu'on pourrait améliorer. Et donc, c'est le moment. On va passer à la step 5. Tac. Et donc là, on va dézoomer au max. Et si vous allez dans ce test, moi, il y a des trucs qui me tiltent un petit peu. Par exemple, vous voyez que toute l'initialisation de votre test, il est dans votre test lui-même, mais sauf que ça va vous servir sûrement ailleurs. Et surtout, ça rend le code un peu lisible parce que je ne comprends pas ce qui est utile là-dedans. Je ne comprends pas si c'est parce que je veux tester un titre différent, je ne comprends pas si c'est une valeur générique. Donc tous ces trucs-là, en vrai, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment un truc hyper générique. Donc on va le virer et on va mettre ça dans des fixtures, donc des classes qui vous permettront d'initialiser toutes vos datas de test. Ça, on va le virer aussi. Et comme c'est pas forcément le plus important, je vous ai déjà fait la classe.
Le seul truc à noter, alors je vous ai fait une classe test fixture et j'ai mis toutes les classes dedans. Le but c'est quand même de faire des fixtures séparées, là c'était juste pour le bien de la conférence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des builders. On aime bien mettre des builders parce que ça nous permet du coup de dire, on va prendre votre note générique, celle qui sert pour vos tests et qui devrait être le cas l'APIPAS de votre métier. Mais par contre, si vous avez des trucs qui servent uniquement pour le test, là, vous pourrez le modifier. Imaginez que vous vouliez tester un titre vide, par exemple. Dans votre test, vous voulez voir que le titre est vide et donc vous pourriez directement modifier la note parce qu'il n'y a rien de pire de retourner dans la fixture pour aller voir ce qui s'est passé et que quand il y a un de vos collègues qui touche à ce bout de code, vous le modifiez parce qu'il a cassé tous vos tests derrière. Donc on va le faire, et donc là je vais juste faire, hop, note entity, tac tac tac, point build, moi j'ai un truc générique, donc comme je vous l'ai dit, et du coup ça c'est une note entity, note, tac. Et on est bon, et il y a un deuxième truc qui peut être refacto, c'est que, vous voyez, le fait de sauvegarder votre donnée directement dans votre test, c'est bien parce que là pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais imaginez que j'ai mis du métier dans le repo, imaginez, ou que par exemple j'ai couplé en fait là complètement mes tests avec mon note DAO, moi j'aime bien faire ça de manière générique parce que l'insert de données, j'en aurai aussi besoin dans tous mes autres tests. Donc j'ai fait un DB test helper qui me permet de persister n'importe lequel de mes objets en fait et qui appelle directement mon entity manager, et comme ça lui il ne fait que ce qu'il dit, c'est-à-dire il sauvegarde. Si jamais quelqu'un a rajouté du métier là-dedans, on a un autre problème, c'est qu'il faut le détester. Vraiment, ça ne se touche pas. C'est vraiment hyper générique et c'est nommé exactement comme ça l'est. Et en fait, on ne pourrait même pas rajouter de métier parce que comme c'est générique et que ça dépend de vos objets, vous ne pourrez jamais rajouter de métier spécifique. Donc en fait, j'ai juste besoin de faire ça. Et donc, je vais dans mon entity test et au lieu de faire ça, je fais un... alors, il s'appelle DB test helper, tac. C'est un bin, donc je le récupère directement. Et je persiste ma note. Un dernier truc qui peut être cool aussi quand je fais du refacto, c'est exactement comme quand vous feriez du code, d'utiliser les nouveautés un petit peu de vos libs préférés. Et là, par exemple, on utilise mockmvc et on voit que mockmvc, pour pouvoir faire vos requêtes, c'est très cool, mais il y a quand même besoin de pas mal de boilerplate qui n'est pas évident à comprendre. Et pour vous dire, nous, dans nos projets, on avait créé un petit utils par-dessus pour que ce soit le plus parlant possible. Par exemple, vous voyez, là, vous êtes obligé de mapper votre objet directement à la main avec un object mapper. Et pareil pour la notation. En fait, mockmvc a fait exactement pareil avec un mockmvc tester. Et ce mockmvc tester, il est très bien parce qu'il vous permet de le faire beaucoup plus facilement. Vous avez un URI. Je n'ai même pas besoin de live template parce que c'est hyper facile. Tac, je vais assert that. Hop, on est parti. Et puis là, je vais faire en sorte qu'il ait un statut OK. Hop, je vais aussi... Alors, j'ai mis le bon URI, donc ça, on peut le virer. Ça, on peut le virer. On peut faire aussi un hop, body JSON. On peut le transformer en JSON et directement le convertir sur ma classe. Moi-même, je pense prendre toute la classe. Tac. Et puis là, on peut même dire is equal, hop, et c'est equal directement à mon expected note. Hop, et je vire tout ça, tac, 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 et on est beaucoup mieux. J'ai même pas besoin de faire ça. Tac, et je pense que j'ai viré peut-être une parenthèse en trop. Et on est bon. Et je peux virer quoi, tu m'as dit ? Et le throw exception, il ne sert plus à rien. Hop, mon object mapper, mon DAO, en fait, on peut faire beaucoup de clean. Tout ça rien qu'en utilisant mockmvc tester. C'est un besoin qui avait été beaucoup remonté par la communauté et qui est fait, donc n'hésitez pas. Hop, et normalement, mon test, il est vert. Donc si on résume un peu ce qu'on a fait, on a refacto pour gagner en lisibilité en fait. Voilà, donc mockmvc tester, c'est beaucoup plus lisible, il y a moins d'imports, c'est-à-dire qu'on voit, on n'a plus besoin de chercher un DAO spécifique aussi. Tout est écrit avec uniquement ce qu'on veut au sens métier. C'est-à-dire que là, on veut juste vérifier que le contenu retourné par notre requête est celui qui est affiché, et on veut juste que ça soit une 200. On s'est concentré aussi en se concentrant sur le spécifique de chaque test, donc en enlevant tout ce qui n'est pas spécifique pour pouvoir beaucoup plus lire et utiliser vos tests comme des documentations. Et
Il y a aussi un truc qu'on n'a pas montré, mais qu'on a l'habitude de faire avec ces fixtures, ça va être de fixer tout ce qui va être les ID, les clocks, et c'est ça qui va retirer tout l'imprévisible de vos tests, et le fait que ça pète sur votre CI et pas en local. Bon. Ouf, on arrive à la partie qui nous intéresse vraiment, c'est comment on va faire de ce test qui maintenant est propre, maintenable, maintenant on va le rendre performant. Alors, donc pour cette step-là, qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a vu qu'un seul test. Maintenant, on va avoir un ensemble de tests qui correspondent à votre suite de tests pour votre CI. Du moment que vous faites des optimisations, c'est valable pour n'importe quel chantier, que ce soit la performance de votre application ou la performance de votre CI, il va falloir mesurer. Sans mesure, en fait, vous allez mettre de l'effort, peut-être pas forcément au bon endroit. Donc la première step, c'est de regarder qu'est-ce qui prend du temps. Alors, que fait mon test? On va reprendre un petit peu la théorie. Donc là, on va avoir Maven qui va se lancer. C'est lui qui fait Maven test, donc c'est lui qui va exécuter nos tests. Donc là, on a fait un jeu de données pour vous donner un peu des chiffres approximatifs, qu'on mette un peu des valeurs autour de tout ça. Ensuite, on a Test Conteneur qui va se lancer. Donc Test Conteneur, il va lancer quoi aujourd'hui là? Deux choses. Ryuk, c'est un conteneur qui est là pour optimiser les différents conteneurs qui vont être lancés par notre suite de tests. Et ensuite, le conteneur Postgre qu'on a besoin pour notre base de données. Donc ça a pris quoi? 2 secondes, à peu près 30% de notre suite de tests. Ensuite, il y a Spring qui va se lancer, qui va démarrer toutes ces librairies, qui va charger son contexte. Ça prend du temps, ça prend aussi 3 secondes. On a Flyway qui se lance, donc Flyway qui vous permet de gérer les migrations de votre DB. Flyway, il va se lancer une première fois, donc il va migrer toute votre table, et ça dépend de ce que vous avez mis dans vos scripts. Donc potentiellement il peut être long, potentiellement pour nous là il était assez court. Et le test, bien sûr ça aussi ça dépend de ce que vous faites. On sous-estime beaucoup le temps que prend le test, mais si vous n'avez pas optimisé, que vous avez fait 1000 appels à l'intérieur, il va prendre du temps ce test aussi. Voilà, donc ça c'est pour la première exécution du premier test. Le deuxième test, comment ça se passe? Test conteneur, il est déjà démarré. C'est-à-dire que Ryuk est déjà là, ma base de données est réutilisée, donc ça prend pas de temps. Spring, il va devoir nous refaire une librairie, recharger le contexte, donc ça va reprendre le même temps. Flyway, normalement, vous n'avez plus besoin de faire de migration, donc c'est déjà migré. Et le test, ça dépendra toujours du temps que vous mettrez. Voilà. En mesurant ça, on a envie de donner un petit carton rouge à Spring quand même. C'est pas normal qu'on ait encore ce contexte à charger, on se dit on peut faire un petit peu mieux là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on va voir, on va regarder comment limiter ce nombre de contextes qui prend pas mal de temps dans notre CI. Alors, la step 6, si vous suivez bien. Alors, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un nouveau test, un test de statistiques. Il fait quoi? Il appelle juste un endpoint et il vérifie qu'on récupère les bonnes stats. Donc lançons ces deux tests. Donc là, si je lance ces deux tests, ça revient à faire Maven test. Donc mon premier test se lance, il prend du temps, et mon deuxième test, il a pris du temps aussi. Et qu'est-ce qu'on regarde un petit peu sur la console? J'ai Spring qui se lance une fois, avec la bannière, je descends, et j'ai Spring qui se lance une deuxième fois. Donc j'ai bien 2 fois Spring qui s'est lancé, c'est pas optimisé tout ça. Comme on est un tout petit peu advanced aussi, et qu'on n'aime pas juste se fier à la bannière de Spring, il y a un truc qu'on peut faire, c'est, hop, on peut venir activer des logs et demander en fait à Spring, donne-moi toutes les informations que tu as sur ta gestion du contexte dans tes phases de test. Et donc ça, quand il fait ça, il nous rajoute une petite ligne de log, qui est celle-là, qui va nous donner les statistiques de cache. Il va nous dire, voilà, en fait, aujourd'hui, j'ai 2 contextes dans mon cache, et je l'ai raté 2 fois. Donc, c'est-à-dire que 2 fois, j'ai essayé d'utiliser mon... Donc, pour le premier test, il n'y a rien dans son contexte, donc il le rate forcément. Il crée le contexte. La deuxième fois, il regarde s'il peut réutiliser. Il trouve qu'il ne peut pas, donc il en recrée un deuxième. Ok, alors pourquoi on a ces 2 contextes? En fait, parce qu'on n'a pas la même configuration de notre contexte Spring. Ici, dans le Not IT, on avait voulu moquer le microservice, et dans le stat, on ne l'a pas fait. Donc c'est bien pour Spring, c'est 2 configurations de tests différents, donc il veut recréer un contexte. Donc là, si je mets exactement le même, donc là je dois être sur la même configuration, notre IT test il va tout nous démarrer, c'est normal que ça prenne longtemps, mais on voit que stat IT, il a été fait quasiment instantanément. Si on regarde les logs,
on n'a qu'une seule bannière de Spring. Et si on regarde notre petite information de cache, j'en ai bien un seul dans le cache et en miss une seule fois. Donc ça veut dire qu'on a réussi à réutiliser le contexte de Spring. Par contre, c'est pas méga pratique parce que ça veut dire que du coup, à chacun de mes tests, je dois rajouter un mock. Et donc ça veut dire que en ce cas, je peux pas penser à faire tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure idée, Nico? Bah bien sûr, Mathilde. Qu'est-ce qu'elle est bien faite cette conf? Elle est bien faite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir rajouter une classe pour regrouper toute cette configuration. On va appeler ça Better IT. Ok. Hop, ça va être une annotation avec toute la configuration dedans. Je vais rajouter un retention runtime. Et qu'est-ce que je vais vouloir faire ici? Je vais centraliser la déclaration de tous mes mocks. Donc là, Mockito bin. Je vais lui dire qu'est-ce qu'on a comme type. Et aujourd'hui, on a juste le access log service. D'accord? Donc là, vous pourrez mettre dans cette configuration centrale tous les mocks que vous voulez prendre. OK. Et au passage, on va en profiter pour centraliser tout le reste de la configuration. Comme ça, tous nos tests d'intégration auront le même look and feel. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On va prendre tout ça. Hop. On a notre Spring Boot, donc nos tests d'intégration de Spring. On a notre configuration très bien de notre base de données, le clean de la base de données, la configuration de mock MVC et ensuite nos mocks. Très bien, donc comment j'utilise ça? Je vais juste dire, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser ici? On est en train d'utiliser un test d'intégration au sens de votre projet. Donc maintenant, tous vos tests, ils n'auront qu'une seule annotation. C'est quand même beaucoup plus pratique. Le Mockito bin, il sera déjà géré par Spring, donc je vais juste avoir à le récupérer de mon contexte. Voilà, donc là on est content. Et dans le coup des stats, on n'a pas besoin de l'access log service. On peut le retirer, et ici on peut venir injecter notre Better IT. Ok, je relance mes tests quand même pour vérifier qu'on est toujours rapide et qu'on n'a qu'un seul contexte. Super, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi. Ils ont faim là. Ils ont faim. Ok, qu'est-ce qu'on garde? Un seul contexte. Après, on disait que le contexte, oui c'est toujours toi, on disait que le contexte, on pourrait peut-être le limiter parce qu'en fait, ok, on peut en faire qu'un, mais en soi, tu disais qu'on devait charger toutes les librairies, toutes les bins, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait pas limiter le contexte et que tu puisses revenir ici, Nico? Très bien, je vais vous montrer ça. Alors, comment on fait pour limiter la taille d'un contexte? Hop. Alors, pour comprendre un petit peu pourquoi on aurait envie de limiter la taille de contexte, je vous ai rapatrié un autre test. Parce que souvent, on a deux types de tests d'intégration. On a celui qui fait tout le parcours du contrôleur jusqu'à la sortie du contrôleur, mais des fois, on va en faire juste autour du repository parce que vous avez créé une méthode SQL complexe, vous avez besoin d'un setup particulier dans votre base, donc vous réduisez le scope. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, je teste uniquement une méthode de mon DAO. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ce petit log qui va m'afficher combien de bins sont chargés pour ce test. Ok, je vais nous lancer tout ça. Et donc là, tac, 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 on va avoir un super log. Voilà, 466. Ça veut dire que pour lancer ce test qui a besoin que de la base de données, j'ai 466 bins qui sont chargés. Donc si on met un petit peu ça en image, je vais avoir soit mon add Spring Boot test, donc qui a besoin, lui, de tous les bins qui sont de la sérialisation, du contrôleur, etc. Et par contre, mon test, il a besoin que des bins du repository et de la DB. Et là, Spring est assez bien fait, il nous propose justement d'avoir un chargement uniquement de ces bins-là. Et ça va se faire avec le add data JPA test. Donc là, on dit à Spring, pareil, tu nous fais notre configuration de notre test, mais charge que les bins qu'il y a besoin. Donc ici, si je voulais auto-wired, par exemple, des services ou des contrôleurs, il me dirait ils ne sont pas disponibles et je ne pourrais pas les charger. Donc là, je vais re-runner mon test et on va regarder combien de bins sont chargés. Et là, j'en suis à 93. Je suis quand même beaucoup plus léger sur le contexte que j'ai chargé.
Par contre, Nico, est-ce que tu pourrais pas aller voir le nombre de contextes que tu as chargés? Parce que j'imagine que là, du coup, tu en as 2. Voilà, donc là, c'est toujours ce qui est dommage, c'est que j'ai 2 configurations différentes. Donc quand j'ai 2 configurations, Spring, il va se dire que je vais avoir 2 contextes. Donc pour ce deuxième test, il ne va pas réussir à réutiliser mon contexte. Et donc là, je perds toute l'optimisation que j'avais fait. On voit une bannière Spring et on voit une deuxième bannière Spring. OK? Donc toujours un trade-off sur ce choix-là, de vous dire, est-ce que vous voulez plutôt avoir un test très léger sur ce niveau-là et d'avoir 2 contextes. Donc là, ça va être avec la mesure que vous allez pouvoir choisir l'un ou l'autre. Et aussi, ça complexifie aussi dans vos équipes de dev, parce que ça veut dire qu'il faut que vous disiez votre stratégie de test, c'est quand je fais des requêtes complexes, alors je mets un data JPA test pour de l'optimisation qui est quand même, ok, il y a moins de bins qui sont chargés, mais si on regarde au niveau de temps, c'est pas non plus énorme. Donc ça vient au moment où vous êtes vraiment dans un niveau de problème de perf assez élevé, que vous pouvez changer cette stratégie de test. Ok, on voulait parler un tout petit peu de parallélisme. Donc le parallélisme, c'est très simple à mettre en place. C'est 3-4 lignes de configuration. Par contre, c'est incompatible avec de la base de données partagée et des tests conteneurs. Parce que vous allez avoir 2 tests qui vont modifier la même base de données, donc ils vont se marcher dessus. Donc vous allez avoir plein d'effets d'ordre. Mais par contre, très pertinent pour les tests unitaires, et c'est aussi très pertinent si vous avez fait le choix d'une base de données H2 en mémoire. Là, vous êtes toujours dans des transactions, donc vous n'aurez pas d'impact. Donc là, pour le parallélisme, allez-y, c'est le moment de se faire plaisir. Si on doit retenir quelque chose, c'est important de mesurer et trouver ce qui prend le plus de temps, comme si vous aviez un problème de perf sur votre application. Essayez de limiter les contextes. Et dites-vous que là, on vous a montré quelques annotes qui vous rajoutent des contextes, mais toutes les configurations, par exemple les profils, les properties, tout ça, ça vous rajoute des contextes. Les mockbins, si vous utilisez des articles en texte, pareil, on essaie de l'éviter parce que ça va vous faire des contextes différents et du coup, ça va vous augmenter la taille du temps de vos tests. Voilà. Une bonne pratique, ça va être de centraliser votre configuration comme on l'a fait dans le Add Better IT. Comme ça, vous avez un seul endroit, la tuyauterie de votre application, et chaque développeur va se concentrer sur le métier. Et c'est ce qu'on fait sur le code normalement. On a des slices aussi qui vous permettent de charger uniquement la partie dont vous avez besoin. On a parlé des data JPA tests, mais vous pouvez en avoir un peu partout. Si vous avez besoin juste de tester votre couche plus haut niveau, vous pouvez aussi avoir un WebMVC test, un JSON test. C'est plus rapide, mais ça rajoute un contexte et ça rajoute aussi de la complexité dans vos devs. On voulait aussi vous parler un tout petit peu de stratégie de test. En général, ça, on l'applique beaucoup quand on fait du code métier, mais peu quand on fait du code technique. Parce que tout à l'heure, Nico me disait, il faut faire en sorte de garder un seul contexte. Sauf que le truc, c'est que si jamais n'importe lequel des développeurs qui arrivent dans vos équipes et qui ne sont pas au courant va poser un mockbin dans n'importe lequel de vos tests, vous allez rajouter des contextes. Et ça, vous ne l'avez pas testé, donc ça veut dire soit il va falloir que vous soyez ultra vigilant sur vos MR, et en général, l'erreur est humaine. Et surtout, il va falloir que vous le documentiez quelque part. Ça vous prendra du temps, alors qu'en fait, on pourrait le tester. Donc, je vous ai fait un petit test qui permet de tester que vous n'augmentez pas vos contextes. Tac, on y va. Donc, en fait, j'ai fait un contest. Et pareil, je vous filerai le code si vous voulez, qui va tester vos contextes et qui va vérifier que là, pour le cas qu'on veut, on n'a qu'un contexte avec seulement un contexte qui est levé. En fait, il va faire quoi? Il va à chaque fin de votre test, rajouter un check pour vérifier que ça fonctionne bien. Et ensuite, une fois que vous l'avez mis en place, vous n'avez plus rien à toucher. Surtout ne pas modifier le max content, mais si vous avez décidé de faire des slices, par exemple, des tests qui vous rajoutent des contextes, ou que vous voulez vraiment avoir un contexte différent, là, vous pourrez le modifier, mais il faudra le faire consciemment. Et en général, quand on change un test qui est écrit contest, test limite, normalement, ça fait plutôt plus tilt et ça fait aussi office de documentation. Si je le lance, pour vérifier qu'il fonctionne bien, tac, 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 donc là, je vérifie que j'en ai qu'un. Ça nous a aussi permis de beaucoup sensibiliser les devs pour pouvoir leur dire, en fait, à chaque fois que vous arrivez dans un projet et que vous ne comprenez pas ce test, vous allez demander à l'équipe et ça vous permet de réavoir ce genre d'explication. Merci. Donc, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que, il va me dire, en plus, il est bien nommé normalement, il va me dire, tac, 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 attention, tu en as créé 2, mais
tu as le droit d'en créer qu'un. Et si je vais dans mon autre repository IT test, je vois que je n'ai pas utilisé mon Better IT. Et donc, je mets mon Better IT et on est reparti. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, en fait, ça, c'est un test parmi tant d'autres, mais on pourrait en avoir énormément. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez, par exemple, Nico, il nous en a fait un autre, sur la test de sécurité. Ouais, donc le même problème qu'on a, c'est les tests de sécurité. On voit beaucoup de projets où il y a un test par contrôleur qui vient vérifier que j'ai des 200, qui vient vérifier que j'ai des unauthorized, des forbidden et des choses comme ça. Donc beaucoup de duplications, et surtout c'est des tests qui ne sont pas pertinents parce que si je rajoute un nouveau endpoint, personne ne va me dire attention, tu es en train d'exposer des choses qui n'ont pas les bons droits. On ne sait pas s'il y a des changements à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on peut faire, c'est on peut demander à Spring de nous donner tous les endpoints qui sont exposés par l'application. Donc là, on va avoir une liste, et ça, on va le comparer à une enum. Donc je le compare et je vais dire, voilà, est-ce que déjà, il n'y a que ceux que j'ai listés, et est-ce qu'ils ont bien tous ces droits-là? Donc j'ai un premier test qui va assurer le coverage de mon application. Il y a un deuxième test qui va passer sur ce coverage-là, et qui va vérifier que les droits, c'est bien ceux que vous avez envie. Donc là, vous avez fait que 2 tests, et ça va vous garantir la sécurité de tous les endpoints. Ce qui est intéressant, c'est que plus personne n'a recréé ce code-là, donc il y a beaucoup moins de duplication, et ça va vous alerter s'il y a des changements. On doit prendre autant soin de la maintenabilité de nos tests que de notre code. C'est pour ça que toute la première partie, c'était sur réduire la duplication, utilisez des librairies qui vous apportent de la visibilité comme MockMVC Tester, comme Assergy. Prenez vraiment le temps de poser l'architecture de vos tests parce que ça va vous faire gagner un temps immense derrière et pousser tout le monde à tester correctement. Et changez de casquette quand vous testez. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas tout ce qui peut se passer dans son application et protégez-vous pour plus tard. On doit prendre autant soin de la performance de nos tests que de notre code. Ça veut dire, si vous faites 50 insertions en base pas chunkées, vous allez avoir les mêmes problèmes que sur votre app. Donc reprenez ces bons réflexes à l'intérieur de votre test. Utilisez un seul contexte, bien choisir votre base de données. Donc ça, c'est un choix que vous devez prendre entre une base de données conteneurisée ou en mémoire, et toujours mesurer régulièrement. Prenez le temps de mesurer qu'est-ce qui prend du temps dans votre CI. Et ce qui prend toujours le plus de temps, c'est quand même ce que vous faites dans les tests. Donc comme le disait Nico, si vous faites énormément d'appels à la base de données sans les optimiser, si vous ne faites pas de batch, des choses comme ça, forcément ça va prendre du temps. Et si vous ne l'optimisez pas, ce sera irréductible, mais exactement comme ce que vous auriez fait si vous avez un problème de perf sur votre application. Merci beaucoup.